Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie. Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le nouveau président de la République a déclaré en janvier dernier qu'une fois élu, la transparence serait totale à propos de son état de santé. Une façon de se démarquer de plusieurs de ses prédécesseurs qui ont longtemps caché des maladies graves aux Français. L'état de santé des présidents, c'est le sujet justement que Franck Ferrand a choisi de traiter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On se rappelle évidemment les états moribonds de Georges Pompidou, qui n'a même pas achevé son mandat, et de François Mitterrand, qui est tout de même allé au terme des siens. Un ouvrage de Denis de Montpion et Laurent Léger a fait des révélations à ce sujet. On en a pas mal parlé il y a quelque temps déjà. C'était en pleine campagne électorale. Eh bien, nous allons en reparler aujourd'hui en compagnie d'un des auteurs. Précisons quand même, Franck, que le secret d'État sur la santé des présidents n'est pas un apanage de la Ve République. Mais non, pas du tout, Julia. Et d'ailleurs, je vous propose, pour commencer, de remonter bien plus loin en arrière, sous la Troisième République, à l'époque où le président Deschanel donnait quelques raisons de craindre pour sa santé mentale. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Grande agitation à Versailles ce 17 janvier 1920. Imaginez sur le parterre du Midi une foule de messieurs en paletot et chapeau claque qui sont là en train de délibérer dans le froid sec. Tout ça dégage ça dégage des volutes de buée. Vous imaginez la scène. Comme tous les 7 ans, lorsqu'un mandat est conduit à son terme, on s'apprête à élire le nouveau chef de l'État. Car sous les 3e et 4e Républiques, naturellement, le président n'était pas élu directement au suffrage universel par les Français. Sa désignation est réservée à l'époque aux membres du Parlement qui, pour la circonstance, se réunissent en congrès au château de Versailles. Janvier 1920 donc, autant dire que l'on sort tout juste de la Grande Guerre et de sa conclusion, le traité signé à Versailles, décidément, 6 mois plus tôt, en juin 1919. Le président sortant, celui qui a incarné l'État pendant cette guerre de 14, il avait été élu juste avant l'entrée en guerre, c'est l'énergique Raymond Poincaré, ce Lorrain conservateur et patriote inflexible. Eh bien, pour lui succéder, un nom s'impose dans l'opinion. Tout le monde en est sûr, ce sera le père la victoire, ce sera Clémenceau. Seulement voilà, le tigre a beau être très populaire dans l'opinion, il l'est beaucoup moins dans la classe politique. Une classe politique qui a eu, il faut dire, depuis des années et même depuis des décennies, bien des occasions de pâtir de l'extrême violence verbale d'un Clémenceau toujours prompt à faire tomber les ministères. Et le 16 janvier 1920, veille du scrutin versaillais, on procède à un vote préalable qui donne perdant Clémenceau face à un autre. Clémenceau perd par 389 voix contre 408. C'est un camouflet invraisemblable pour le personnage. Alors comment expliquer cette attitude des parlementaires qui ont l'air de vouloir préférer un autre au tigre, au père la victoire, au grand homme Clémenceau? Mais d'abord et surtout, ça s'explique par les réticences des députés conservateurs de la nouvelle Chambre Bleu Horizon, réticence à l'égard de ce radical enragé qui s'est toujours montré extrêmement, violemment anticlérical. À l'époque, on dit que Clémenceau a toujours bouffé du curé. Or, cette question religieuse, vous pouvez faire confiance au vieil ennemi de Clémenceau, c'est-à-dire Aristide Briand, pour l'avoir ressorti juste comme il fallait, au bon moment et bien mis en avant. Briand, vous connaissez la finesse, l'intelligence incroyable, la ductilité intellectuelle de ce personnage assez étonnant, qui ne cesse de répéter la même phrase en allant d'un
d'un groupe de parlementaires à l'autre. « Oh, dit-il, Clémenceau sera très bien comme président de la République. Et puis comme ça, quand il mourra, ça fera de superbes obsèques civiles à l'Élysée. » Il y a là évidemment de quoi refroidir les parlementaires catholiques, et ils sont nombreux en ces lendemains de guerre. Quelle que soit la raison de la cinglante humiliation infligée à Clémenceau, ce qui est certain, c'est que le tigre n'a plus qu'à serrer les mâchoires. On le voit fier, outré de cette ingratitude de la France envers son sauveur. C'est en tout cas comme ça que lui prend les choses. Il est vexé à mort, le tigre, et il interdit à ses partisans de continuer à pousser sa candidature. Puisque c'est ainsi, il va se retirer du jeu. Autant dire qu'un boulevard s'ouvre à ce moment-là devant l'autre candidat. Alors au fait, qui est-il, cet autre candidat ? Oh, il a beaucoup moins fait parler de lui que Clémenceau. Il s'appelle Paul Deschanel. Il a 65 ans, moins quelques jours. C'est un bel homme à la silhouette fine, un monsieur très distingué, très éloquent, à l'œil bleu ironique, à la moustache pimpante, dont Paul Morand a écrit « Sa faveur mondaine exaspérait les Jacobins, mais qu'opposer à un prince de la République qui, entre diverses élégances, avait eu celle de naître en exil. » Et oui, c'est vrai, le père de Deschanel, en effet, faisait partie des proscrits du coup d'État de Louis-Napoléon, du futur Napoléon III. Autant dire que Deschanel avait un bon pédigré républicain. Alors en plus, il a fréquenté tout ce qu'il y avait de bien dans la Troisième République, ce Deschanel. Il a eu Gambetta pour mentor, il a travaillé avec Lesseps, avec le maréchal Lyautey. En 1900, il est devenu membre de l'Académie française, à 45 ans, s'il vous plaît. Il va d'ailleurs épouser l'année suivante la petite fille du secrétaire perpétuel, qui lui donnera 3 enfants. Comment vous dire ? Monsieur Deschanel, c'est l'archétype du député heureux de la belle époque. Il est élu de l'Eure-et-Loir, il a été plusieurs fois président de la Chambre, et d'ailleurs il est toujours au perchoir au moment de cette fameuse élection de 1920. Le voilà donc élu, ce Deschanel, le 17 janvier 1920 par 730 voix contre 134, il y a en tout 868 votants, autant dire une élection triomphale pour cet homme qui tout de même n'a jamais été important dans l'exécutif. Il n'a jamais été président du Conseil, mieux que ça, il n'a jamais exercé de fonction ministérielle. Cette élection le propulse littéralement à l'Élysée, lui qui déjà en avait manifesté l'ambition en 1906 et en 1913. Et pourtant, d'entrée de jeu, une faille s'est fait jour sur le beau visage de M. Deschanel, une ombre a passé dans son regard bleu. « Ce peuple qui m'acclame », a-t-il murmuré sur le chemin de l'Élysée, en rentrant donc du château de Versailles, « ce peuple m'acclame et je ne suis pas digne de lui ». Le 18 février, au son de 21 coups de canon, un président Poincaré tout souriant, il est visiblement soulagé de quitter un palais qu'il n'a jamais aimé, Poincaré. Le président Poincaré donc accueille à l'Élysée le nouveau président Deschanel. « Oh, ces murs m'écrasent », dit Deschanel à propos de cette maison que son devancier, c'est vrai, surnommait déjà la prison. À l'évidence, le carcan élyséen, un carcan fait de protocoles, de rigidité militaire, de sécurité policière déjà très présente à l'époque, tout ça pèse lourd sur le moral du nouvel hôte des lieux. Lui qui aimait tant marcher, voilà qu'on le condamne désormais à faire inlassablement le tour du même parc de l'Élysée. Avouez que c'est quand même un peu monotone. Et assez vite, dès le mois de mars, le comportement du président Deschanel se met à osciller entre des moments de plus en plus nombreux de profond abattement et d'autres moments où il manifeste une sorte de joie de vivre débordante, pour ne pas dire un peu embarrassante même, notamment lorsqu'il agite interminablement son chapeau en l'air. Ça, c'est à Bordeaux, au cours d'un discours à Bordeaux, ou quand il renvoie dans la foule les fleurs qu'on avait jetées sur sa voiture. Une autre fois, on le voit littéralement sauter au cou d'anciens combattants. Quand il ne laisse pas à sa femme le soin de signer un décret, on possède même de sa main dans les archives, aux archives nationales, un acte officiel signé Napoléon. Et pourtant, je vous assure qu'il est bien de la main de Deschanel. Ainsi, la supposée maladie mentale de Paul Deschanel est en train de progresser. Au cours d'un voyage sur la Côte d'Azur, on est là au mois d'avril 1920, on peut dire que le président explose. Il est sur la route de la Corniche, le cortège s'arrête au Cap Martin et le maire exprime son regret d'un passage qu'il considère comme beaucoup trop bref. « Je reviendrai », dit le chef de l'État, « je reviendrai ». Et d'un seul coup, il explose. Il dit « Je reviendrai, mais seul, tout seul, car aujourd'hui, je suis entouré de policiers ».
Ce qui, après tout, pour un président de la République, est quand même à peu près normal. Mais bon, on s'est dit, oh là là, que se passe-t-il ? Et puis, il y a eu surtout, le 24 mars 1920, ce fameux accident, entre guillemets. Le président Deschanel doit se rendre à Montbrison, dans la Loire, pour l'inauguration d'un monument à la mémoire du sénateur Émile Reymond. C'est un aviateur qui a été tué à la guerre, et il est parti donc de Paris dans son train spécial depuis la gare d'Austerlitz. Train spécial qui, il faut le dire, roule vraiment pas vite du tout, puisque le cortège présidentiel, enfin le train est parti de la gare, il est parti de Paris à 9h du soir, et qu'il ne doit pas arriver avant 8h le lendemain matin. Donc il roule en gros à 25-30 à l'heure. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs la suite. Deschanel n'est pas bien du tout ce soir-là. Il faut vous dire que depuis plus de 15 jours déjà, il est sous tranquillisant à haute dose. Alors il prend des cachets comme le lui a recommandé son médecin, et puis à partir de là, il ne se rappellera absolument rien de ce qui va se passer. Il se souvient simplement d'avoir ressenti une forte sensation d'étouffement. Et le lendemain, le communiqué officiel annoncera que pour prendre l'air, je cite, le président de la République a baissé la vitre d'une large baie de son compartiment et s'est penché vers l'extérieur. À cet instant, dit le communiqué officiel, le train était en train d'aborder un virage, il a ralenti, coup de frein, secousse, le président de la République a basculé sur les voies. Certains disent qu'en fait, le président Deschanel aurait confondu la porte d'ouverture de la voiture ferroviaire simplement avec une autre porte et qu'il serait descendu tout gentiment. Toujours est-il qu'on l'a retrouvé comme ça sur les voies. Vous imaginez le scandale. Il a été récupéré en pyjama par le garde-barrière et sa femme. Ça a fait un bruit épouvantable. Les chansonniers, bien entendu, s'en sont mêlés, et la presse de l'époque. Et ça y est, la France est convaincue d'avoir un président complètement fou. En vérité, il faut dire que parce que le président à ce moment-là va prendre un peu de repos à Rambouillet, mais lorsqu'il rentre à l'Élysée, il demande à 2 reprises à démissionner. Et si le président du Conseil, qui est Alexandre Mirand, refuse dans un premier temps la démission du président de la République, c'est parce qu'elle arrive à un moment qui politiquement n'est pas favorable du tout. Finalement, le président, le 21 septembre, écrit aux 2 présidents des 2 chambres, la lettre suivante: « Mon état de santé ne me permet plus d'assumer les hautes fonctions dont votre confiance m'avait investi. C'est avec un déchirement profond que je renonce à la noble tâche dont vous m'avez jugé digne. Que les représentants de la nation maintiennent dans la paix leur union pour la grandeur et la prospérité de cette France adorée au service de laquelle j'avais voué ma vie et qui aura ma dernière pensée. » Ce texte a-t-il été dicté au président ou l'a-t-il écrit lui-même? Ce qui est certain, c'est qu'après son passage à l'Élysée, le président Deschanel va trouver le moyen dès janvier 1921 d'être réélu. Il est élu sénateur en Eure-et-Loire, et de rentrer au Sénat, il mène un mandat tout à fait normal. Il va même être élu à la Commission des Affaires étrangères, et à la Commission des Affaires étrangères, il rédige un projet d'interpellation du gouvernement dans lequel il explique qu'on ne peut plus laisser le président de la République, le premier magistrat de France, dans la position qui était la sienne sous la Troisième République, c'est-à-dire un homme qui avait tous les honneurs et extrêmement peu de pouvoir réel. Et c'est ça qui aurait, dit-il, pesé sur sa conscience et finalement atteint son moral au point qu'on ait pu le croire fou. Ainsi donc, la supposée maladie mentale de Paul Deschanel aurait-elle pu être une simple protestation sourde, viscérale contre l'aberration du statut de chef de l'État sous cette Troisième République? Beaucoup trop d'honneur et beaucoup trop peu de pouvoir. Dans un instant, nous allons donc quitter la Troisième République pour revenir sous notre Cinquième République et parler des différentes maladies, depuis les tout petits bobos jusqu'aux très graves maladies qui ont affecté nos divers présidents de la République depuis 1958. Vous allez voir qu'il y a des choses que l'on connaît et beaucoup d'autres que l'on ne connaît pas du tout. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités sur Europe 1. Jean-François Lemoine, qui est médecin, journaliste, consultant santé d'Europe 1. Je rappelle au cas où son émission Pourquoi Docteur, c'est diffusé le dimanche sur Europe 1 de 13h à 14h précisément. Le monsieur santé d'Europe 1, Le monsieur santé d'Europe 1, point. Également avec nous, Denis de Montpion, qui est rédacteur en chef au Nouvel Observateur et co-auteur avec Laurent Léger du livre Le dernier tabou, révélation sur la santé des présidents, et c'est chez Pygmalion.
Alors Denis de Montpion, bonjour à tous les deux, merci d'être là. Votre livre a fait pas mal de bruit à propos des révélations que vous faites sur la toute fin du président Mitterrand. Évidemment, c'est un peu l'arbre qui a caché la forêt, m'a-t-il semblé, dans la promotion qui a été donnée à votre livre. Et j'aimerais qu'on revienne sur tout le reste aujourd'hui, car Dieu sait que vous êtes loin de ne parler que de cet aspect-là. On va évoquer tout ce qui s'est passé à l'Élysée depuis 1958, et Dieu sait qu'il y en a eu des maladies plus ou moins cachées et plus ou moins graves. Avant cela, juste un mot. Merci Jean-François Lemoine d'être des nôtres. Un mot sur ce pauvre président Deschanel dont je parlais à l'instant, que la presse de l'époque et les chansonniers ont voulu à toute force faire passer pour fou, et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas fou du tout. Vous nous dites, c'est pas une folie qu'il a joué. D'abord, merci de m'avoir invité, Franck. J'ai beaucoup de plaisir à participer à cette émission que j'adore. Non, c'est une dépression réactionnelle qu'il a fait, puisque après sa vie était normale. Peut-être même qu'il était un peu maniaco-dépressif, qui expliquait cette euphorie par moment et cet abattement. Très classique. Ça ouvre une chose, Franck, de très intéressant, c'est qu'on ne fait pas faire de bilan psychiatrique à nos présidents quand ils... Dans le bilan médical normal, on a oublié le petit bilan psychiatrique. Et oui, en même temps, ce serait un peu désobligeant, peut-être. Ah bah écoutez, non, ça veut dire que vous mettez la psychiatrie comme une spécialité désobligeante. Non, ça laisserait entendre, surtout à notre époque où le président est l'émanation même du peuple, où il est élu au suffrage universel et pour exercer pleinement les pouvoirs, ce qui n'était pas du tout le cas des présidents de la 3e et de la 4e République, ça laisserait entendre que le peuple serait susceptible d'élire quelqu'un de déséquilibré. Ce serait quand même une chose un peu étonnante. De la même façon qu'un cancer de la prostate peut apparaître, une maladie psychiatrique le peut aussi. Après tout, pourquoi pas. Ce que nous verrons, et toute maladie psychiatrique mise à part, à la fin de cette émission, c'est ce que l'on peut penser de la santé du nouveau président, François Hollande, qui prend donc ses fonctions demain, et sur lequel vous avez des choses à nous dire. Alors, on gardera ça, si vous voulez bien, pour la bonne bouche, pour la fin de cette émission. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne. Alors, non pas sur les maladies de Georges Pompidou et de François Mitterrand, on va y venir tout à l'heure. Elles ont été majeures, elles ont joué un rôle historique considérable, et le poids qu'elles ont eu sur les institutions reste aujourd'hui encore très important. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on parle des autres présidents, ceux dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas été malades et qui, vous le montrez bien, ont eu quand même des petits problèmes. Il y en a un auquel on ne pense par exemple jamais, c'est le président Giscard d'Estaing, qui dans Le pouvoir et la vie nous raconte quand même qu'il a eu quelques petits soucis. Absolument. D'ailleurs, ce qui est paradoxal avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est que il a été le premier, après la mort de Georges Pompidou, puisqu'il lui a succédé, à s'engager à publier régulièrement des bulletins de santé. Or, c'était attendu à l'époque, étant donné ce qui venait de se passer. Voilà, évidemment. Mais il n'y en a jamais eu. Il n'en a publié aucun. Et il a raconté, en effet, 8 ans après avoir quitté l'Élysée, qu'il avait eu des problèmes de santé en 76. Et alors, évidemment, il a dû quand même être hospitalisé au Val-de-Grâce. Alors, ce qui est particulier avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est que lui, il se fait hospitaliser sous son vrai nom. C'est-à-dire que il cherche pas à cacher quoi que ce soit. Mais néanmoins, rien de filtre. Et faut pas oublier que le Val-de-Grâce c'est un hôpital militaire. Absolument, qui est connu pour évidemment son équipement ultramoderne, mais aussi pour sa grande discrétion, puisque en effet ça ressort de la grande muette encore. Et en tout cas, ce qui est frappant avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est que il passe un Noël en Égypte, il rentre, il se sent pas bien, il a le fameux mal de dos, etc. Et puis là-dessus, il va à Brégançon. Et un dimanche, à l'église, il a du mal à se relever. Et là, il décide de consulter et donc d'aller au Val-de-Grâce. Et alors, dit-il, alors évidemment, on lui a posé la question de savoir si, en effet, que recouvrait cet accès de faiblesse, dit-il, dont il a souffert. Et il dit que ce serait une vague résurgence d'un mal contracté en Afrique des années plus tôt, enfin quelque chose qui aurait, qui serait demeuré comme ça. Et puis après ces examens, il n'a pas eu de traitement apparemment, et c'est passé tout seul. Alors l'autre particularité de Valéry Giscard d'Estaing, c'est qu'il est le seul à notre connaissance, Laurent Léger-Moi, président de la République, à avoir suivi une psychanalyse aussi. Et ça, c'était assez nouveau. Alors, il a toujours voulu apparaître comme un président moderne, ce qu'il a été. Il était d'ailleurs à l'Élysée le seul, par rapport à ceux qui lui ont succédé et au général de Gaulle qui l'a précédé, à téléphoner lui-même à l'infirmerie pour avoir un cachet d'aspirine quand il en avait besoin. Alors, il faut dire qu'il faisait un peu tout lui-même. Il y avait un côté Sarkozy avant l'heure, déjà, avec le président Giscard d'Estaing. Mademoiselle Azeglio était, elle, l'infirmière du général de Gaulle. Je vous
vous avoue que j'ignorais jusqu'à son existence avant de lire votre livre. C'est un personnage qui, à elle seule, mérite en effet un ouvrage, puisque le général de Gaulle l'a connu au moment de la campagne d'Afrique du Nord, et elle était infirmière militaire, et elle était tellement dévouée, tellement présente, tellement là, qu'il l'avait repérée. Et puis, la guerre terminée, elle a quand même servi à l'Élysée sous Auriol et Coty. Et puis ensuite, le président de la République élu au suffrage universel, Charles de Gaulle, la garde évidemment là. Et figurez-vous qu'elle restera à l'Élysée jusqu'à l'heure de la retraite sous François Mitterrand. Donc elle soignera quand même plusieurs présidents. Et alors ce qui est très amusant, c'est que c'était une femme célibataire, complètement dévouée à la cause, et qui faisait les piqûres chaque fois qu'il avait besoin, pas seulement au chef de l'État, d'ailleurs les ministres pouvaient venir, ou les conseillers de la présidence, et ils étaient tous choyés et soignés par Mademoiselle Azelio, qui était un personnage qui a fini d'ailleurs, alors elle a été dans une maison de retraite, et puis dans le plus grand dénuement, et on raconte que à son enterrement, il y avait très très peu de gens, ils étaient 3 ou 4, dont, tenez-vous bien, Valéry Giscard d'Estaing et Madame, quand même. Chapeau. Est-ce que ça veut dire, Jean-François Lemoyne, qu'il y a peut-être à l'Élysée une insuffisance de l'équipement médical et du suivi ? Ah, ça, il faut reconnaître à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. C'était un interne en médecine qui était responsable. Et Dieu sait, j'ai été interne en médecine, je peux vous dire qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, à cette époque-là. Donc, les internes étaient là, c'était des militaires qui faisaient leur service militaire, et c'était en complet dénuement. Dans son bouquin, Le pouvoir de la vie, il raconte quand le président allemand s'est évanoui sur un fauteuil, il était tout seul, personne n'est venu l'aider. C'était en total dénuement. Donc aujourd'hui, non, c'est quand même très 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 bien fait. Oui, tout ça a évolué, notamment peut-être sous l'empire de la nécessité, et avec la maladie du président Mitterrand. Oui. Ça, on va y venir dans un instant. J'aimerais qu'on évoque, alors sur le général de Gaulle, pas énormément de choses à dire, 2-3 petites opérations quand même. Alors tout de même, oui, il a quand même subi une opération de la prostate. Mais alors là encore, la différence avec ses successeurs, c'est que le général de Gaulle, bien évidemment, n'a jamais pris d'engagement public de publier quoi que ce soit et de faire la lumière ou la transparence sur sa santé. Donc quand il est hospitalisé par nécessité en 64, je crois, eh bien tout ça se déroule à Cochin parce qu'il connaît un grand médecin là-bas qu'il a connu là encore pendant la guerre, et rien évidemment n'est prévu pour communiquer au public, à l'opinion à ce moment-là, et ce sont les carabins qui feront un gag en prétendant avoir jeté à la poubelle et aux mouettes des détritus humains, et ça alertera la presse qui commencera à enquêter, et à ce moment-là seulement, l'Élysée fera un communiqué très sobre pour dire que le chef de l'État a en effet été opéré, mais ça ne suscitera aucune curiosité supplémentaire. Tout le monde se contentera de se communiquer. Il y a eu beaucoup plus récemment, dans notre histoire vraiment très récente, presque dans l'actualité, des exemples de malaise ou de problèmes de santé du chef de l'État dont on a un peu parlé. Est-ce qu'on en a suffisamment parlé ? Je fais évidemment référence à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy. On y vient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Nous intéressons aujourd'hui à la santé des présidents, Franck. Ça donne pas un très gros coup de jeune à l'émission. Pas du tout, c'est le générique d'une émission. Je ne sais pas si les invités se rappellent de quoi il s'agit. C'était Carte sur table. Carte sur table avec Jean-Pierre Elkabbach. Exactement. Et Alain Duhamel. On était trop jeunes. Évidemment. Bien sûr, évidemment. Et cette émission Carte sur table passait donc à la grande époque, on parlait tout à l'heure du président Giscard d'Estaing, même encore juste avant, avec le temps du président Pompidou. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on finisse sur les présidents qui n'ont pas été très malades avant d'évoquer les maladies terribles de Georges Pompidou et de François Mitterrand. Alors, pour ce qui est du président Chirac, tout de même, on a sans doute un peu minimisé les choses au moment où il a minimisé les choses, et sa famille, Bernadette Chirac et Claude, qui étaient chargés de la communication à l'Élysée, se sont employés dès son hospitalisation à faire en sorte que rien ne sorte, que ce soit le silence complet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant
14 heures, eh bien même le Premier ministre, ni d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy à l'époque, ne seront informés de l'hospitalisation du chef de l'État. Et ensuite, on raconte la bagarre réelle qui aura lieu au Val-de-Grâce entre les médecins militaires et la famille Chirac, qui voudra que le communiqué le lendemain soit le plus anodin et le plus lénifiant qui soit. Et donc, et ça durera comme ça plusieurs jours, puisqu'il ne sera fait état que d'un petit accident vasculaire, et à aucun moment, et ça durera vraiment un long moment, jusqu'à ce qu'il y ait un véritable clash avec les militaires, il ne sera question du cerveau que le président de la République, Jacques Chirac, a en effet quelque chose cérébral. Et donc, on raconte comment, Bernadette Chirac insiste, et vraiment, c'est là elle qui endosse les vêtements de général et qui met tout le monde au pas pour dire voilà, ce sera comme ça et pas autrement. Et puis, les jours passeront parce que Jacques Chirac restera hospitalisé quand même une dizaine de jours. Ça a duré quand même longtemps. Absolument. Et à une époque surmédiatisée, on n'est plus du tout au temps du général de Gaulle. Absolument. Et donc, et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que rien ne filtre véritablement sur la réalité du mal qu'il touche. Et donc, il faudra attendre d'ailleurs sa sortie triomphale, puisque à sa demande et à la demande de la famille, tout sera organisé, les caméras convoquées avec Jacques Chirac. Il y a toute une petite mise en scène. Absolument, en fait. avec les médecins, les aides-soignants, les infirmières, etc., etc. Et la manière dont on nous a raconté ça, en fait, c'était vraiment du jamais vu, quoi. Jean-François Lemoyne, les médecins dans cette affaire sont un peu les complices des dirigeants. Oui, Franck, mais je peux vous lire un petit document historique, puisque c'est votre émission quand même. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur de la maison, je respecterai les secrets des foyers. Ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Vous doutez qui c'est ? C'est Hippocrate. Voilà, il y a plus de 2000 ans. Mais sachez que moi, quand j'ai passé ma thèse, j'ai fait ce serment. D'accord ? Alors, je vais dire qu'il y a, dans les médecins, il y a deux catégories. Il y a les médecins et les médecins journalistes. Pour reprendre l'histoire de Chirac, bien évidemment, la rédaction m'a demandé de me renseigner. J'ai passé un coup de fil. Je suis tombé sur une personne qui m'a dit « Jean-François, je suis en train d'aller au chevet du président de la République, mais je ne peux rien te dire. Mais tu dois te douter qu'avec son problème de fibrillation auriculaire, on est embêté. » Et là, j'ai découvert que le président Chirac avait un trouble du rythme et était soigné par anticoagulant. Donc moi, j'ai le droit de le dire. Cela dit, personne n'a le droit de... C'est du secret d'Hippocrate, ça reste quand même la base de notre métier. Oui, le socle même de la profession. C'est extrêmement moderne. De l'engagement même des médecins. C'est extrêmement moderne comme texte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gens qui ont été dénoncés très peu par les médecins pendant la guerre. Alors, c'est très important. Oui, c'est pour ça que, compte tenu du secret de la chape de plomb... à laquelle on a assisté pendant les mandats de ces chefs d'État, nous on considère que c'est un peu un serment d'hypocrite, puisque rien ne filtre jamais. Alors, ce qui nous a permis de faire ce livre aussi... Quand vous dites nous, c'est-à-dire les auteurs ou les journalistes en général ? Non, les auteurs. Ce qui nous a permis de faire ce livre, c'est que après la mort de François Mitterrand, la Cour de justice des communautés européennes a été saisie, n'est-ce pas, de ce problème. A-t-on le droit ou pas de parler de la santé des présidents ? Et elle a donné raison aux journalistes, faisant exception pour les chefs de l'État uniquement, c'est-à-dire que le secret médical s'applique à tous, sauf à eux, ce qui permet aujourd'hui d'enquêter et pas de se contenter uniquement des communiqués lénifiants. Vous avouerez que ce communiqué de la Cour européenne de justice est quand même paradoxal, puisque au contraire, c'est généralement la santé de ces hommes-là qui fait le plus secret, évidemment. Alors, pour ce qui est de l'actuel chef de l'État, en tout cas l'actuel jusqu'à demain, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a caché les choses à la presse concernant sa santé ? Ah bah alors, il en a caché au moins deux. La première, c'était son phlegmon. Il avait eu un abcès en 2007, en octobre 2007, peu après son élection, au moment de son divorce d'avec Cécilia. Et c'est nous, avec mon co-auteur, qui avions déjà révélé ça dans un précédent livre sur Cécilia. Ça s'était produit en octobre 2007 et l'information n'est sortie qu'en janvier 2008.
alors même que Nicolas Sarkozy s'était engagé à faire de son médecin une vedette pendant la campagne, ce qui était quand même assez stupéfiant. Et ensuite, il avait promis d'avoir un bulletin de santé publié tous les 6 mois. Alors, il y en a eu 4. C'est insuffisant quand on est resté 5 ans au pouvoir. Un peu moins. Et puis surtout, il y en a un qui a été publié, je crois que c'était en 2010, qui était très curieux puisque c'était simplement état stationnaire. Enfin, le président a subi des examens médicaux, état stationnaire. Tout va bien. Service médical. Il n'y avait pas le nom ni d'un médecin ni de quoi que ce soit, ce qui était un peu surprenant puisque tous les bulletins, même ceux erronés sous François Mitterrand, portaient le nom d'un médecin. Il l'a payé d'ailleurs assez cher. Jean-François Lemoyne. Écoutez, qu'on ne dise pas que le président a un flegmon, moi ça me dérange pas plus que ça, quoi. Enfin, sauf qu'il avait peut-être pas envie de montrer qu'il pouvait avoir des maladies comme tout le monde. Je trouve qu'en revanche, quand il a perdu connaissance, ce qui n'a pas d'ailleurs perdu connaissance, c'était l'erreur de. Là, c'est vrai qu'il y a un malaise vagal. Non, justement, c'était pas un malaise vagal. C'était plutôt qu'il était au régime à l'époque parce qu'il voulait perdre déjà du poids. Il faisait du sport en pleine chaleur. La sanction, c'est que il a été. C'est dans le parc de Versailles. Comme disent les paysans de mon coin, il a eu un petit coup de mou. Ouais. Et donc, mais comme là, il y avait des témoins, il ne pouvait pas échapper à la divulgation, puisqu'il y avait, une cinquantaine de promeneurs qui étaient là. Et croyez-moi, je sais ce qu'on lui a fait comme batterie d'examen après. Là, il a eu le droit à une révision complète. Alors, il y a des présidents qui, eux, n'ont pas du tout été... dont la santé n'a pas du tout été révélée. C'est les présidents très malades. Nous y venons. Évidemment, c'est le cœur même de votre ouvrage, Denis de Montpion, avec Laurent Léger. Le dernier tabou, révélation sur la santé des présidents. C'est édité chez Pygmalion. Nous allons parler de Pompidou et de Mitterrand. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et voici un autre générique d'émission culte. C'est presque une émission jeu aujourd'hui. Exactement, vous avez trouvé cette fois. Oui, là, cette fois, c'est l'heure de vérité, Jean-François Lemoyne. François Ritvirieux, je le vois encore. C'est parfait. Donc on est dans ce climat de la politique de la Ve République et de ces grands malades qui ont pu gouverner. Alors il y a eu un certain nombre d'ouvrages sur ces malades qui ont gouverné différents pays à travers l'histoire. Nous viendrons d'ailleurs bientôt, si vous voulez, Jean-François Lemoyne, on fera une émission sur les rois, les maladies des rois. Il y a eu des choses assez extraordinaires aussi. Nous parlons, nous, de nos présidents récents et bien entendu, celui qui est mort en fonction, c'est le président Georges Pompidou. Oui, absolument. Denis de Montpion. C'était absolument étonnant de voir que Georges Pompidou a été déclaré malade avant même d'être élu. Et très tôt, donc, il a eu un traitement à la cortisone, etc. Et donc, évidemment, il a doublé de volume. Enfin, c'était très visible. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. J'ai vu le président lors d'un déplacement à Poitiers à la toute fin de son mandat. Et il était... si je puis dire, j'allais dire difforme, en tout cas, il était vraiment très, on a très vu des ministres qui l'avaient accompagné dans ses déplacements, et en effet, ils étaient vraiment effarés par l'aspect que présentait Georges Pompidou. Néanmoins, ce qui est très curieux, c'est que lui a, y compris la veille de sa mort, se contenté de dire qu'il avait une grippe qui avait mal tourné. Ouais. Ça a été... Il le croyait lui-même ? Non. C'est très difficile à dire parce que Édouard Balladur, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée et que nous avons longuement rencontré pour ce livre, nous a raconté et transmis les notes qu'il prenait des conseils des ministres. Et lors du dernier conseil des ministres avec Georges Pompidou, celui-ci fait une déclaration sur sa santé en disant que vraiment il souffre le martyre, que ça va pas fort, mais il n'y a aucun signe que sa mort est prochaine. Et Édouard Balladur nous dit que, en effet, même si lui gérait les affaires de l'État, que tous les soirs il allait au domicile de Georges Pompidou lui faire paraffer les documents indispensables au fonctionnement de l'État, rien ne laissait penser qu'il mourrait prématurément. J'ai vu l'autre jour Édouard Balladur dans une émission de France 3 qui parlait de la maladie du président Pompidou. Il racontait le déplacement qu'ils ont effectué ensemble en Crimée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les symptômes, les saignements, répétitions, etc., ça a été quand même extrêmement spectaculaire pour l'entourage même du président de la République.
je peux pas laisser dire, c'est qu'il était pas au courant de ce qu'il avait. Bien évidemment, il était au courant pour une raison d'abord que même un étudiant de deuxième année vous dirait qu'on grossit pas avec la grippe, c'est plutôt l'inverse. Et que d'autre part, il avait un fils qui était professeur de médecine et qu'il savait parfaitement. Après, il voulait Pompidou. Il voulait absolument pas que ça se sache pour une raison toute simple que peut-être on aurait pu. Et c'est vrai que c'était un sujet totalement tabou là pour le coup. C'est que voilà, encore une fois, on se contentait de la parole officielle. Avec des implications politiques considérables, puisque Édouard Balladur, dont vous parliez, bien sûr le célèbre tandem Pierre Juillet, Marie-France Garot, enfin tous ces membres du cabinet du chef de l'État gèrent littéralement le pays à cette époque. Alors nous avons reçu ici même Éric. Le nom vous échappe. On va se rappeler. Le biographe qui est un de mes amis par ailleurs, mais bon, on peut avoir de temps en temps un trou. Roussel, merci. Merci Denis. Qui est venu ici nous dire que le président Pompidou n'a jamais été affecté dans ses facultés mentales et qu'il a jusqu'au bout annoté les notes, etc. qu'on lui Alors transmettait. Nous avons posé la question, pas seulement à Édouard Balladur, mais à des conseillers, des ministres que nous avons rencontrés, Marie-France Garot, que nous avons vu également pour ce livre. Et ils répondent à côté. Parce qu'ils disent, mais vous savez, le chef de l'État, il n'a pas besoin, s'il a 1 heure de lucidité par jour, ça suffit, puisqu'il prend en gros une décision importante par jour, voire même tous les 2 jours. Vous voyez, ils s'en sortent comme ça. Mais il y a un vrai problème qui se pose. Quand on est dans l'état de Georges Pompidou ou de François Mitterrand, il y a la souffrance qu'on endure. Est-ce qu'on a la même clairvoyance, la même lucidité quand on souffre le martyre ? Certainement pas. Alors évidemment, la fin du mandat de Georges Pompidou est effrayante, mais effroyable aussi l'état du président Mitterrand, et là pendant une grande partie de ses mandats, notamment du deuxième évidemment. Oui, à partir de octobre 1994, en effet, on raconte comment il reste alité toute la journée, comment les nouveaux ambassadeurs viennent lui porter ses lettres de créance dans sa chambre, on est comme à la cour du roi, vous voyez, c'est vraiment absolument incroyable. Et on raconte comment Anne Lauvergeon, qui est sa conseillère politique, est assise en tailleur à discuter avec lui, etc. Mais certains nous l'ont décrit parfois totalement absent. Et d'ailleurs, il est très préoccupé, comme vous le montrez dans le livre, très préoccupé par des considérations d'ordre spirituel, voire religieuse. Absolument, c'est à ce moment-là qu'en effet, il est très inquiet de au-delà de savoir comment, parce qu'il veut avoir la maîtrise jusqu'au bout de sa santé, de sa lucidité, et il ne voudrait pas perdre la boule, quoi, en gros. Ce qui laisse entendre qu'il avait au moins, c'est le moins qu'on puisse dire, toute la hauteur de vue nécessaire, mais peut-être un peu trop, justement. Et il y a ce problème de la douleur dont vous parliez, Jean-François Lemoyne. On ne peut pas gouverner, surtout lorsqu'on est sous la Ve République et que le président de la République a une fonction prééminente dans les institutions. On ne peut pas gouverner lorsqu'on souffre. Ça signifie 2 choses, la psychologie de celui qui souffre et qui sait qu'il va mourir, et en plus les médicaments qu'on leur donne, parce que je suis désolé, on peut pas, aujourd'hui on a les médicaments pour que les gens ne souffrent pas, mais ça parfois a un prix important sur la lucidité. Donc il y a eu sans doute là de grosses déficiences qu'il est assez difficile aujourd'hui encore d'estimer de façon concrète, Denis de Montpion. En tout cas, pour ce qui est de la fin du deuxième mandat de François Mitterrand, il est clair que là encore, il y en a un qui est aux avant-postes, c'est Édouard Balladur, Premier ministre, élu, certes, mais il a dans ses prérogatives, il s'occupe de tout ce qui est diplomatie. Or, on sait que c'est quand même c'est le domaine réservé du chef de l'État. Et on raconte comment au moment de l'assaut de l'avion d'Air France à Marignane, eh bien, c'est Édouard Balladur qui appelle le président algérien. Et d'ailleurs, il nous a raconté qu'à un moment, il essaie de joindre François Mitterrand et on lui passe pas parce qu'il est trop même trop pas souffrant. répondre. Donc, voilà, et d'ailleurs, dès juin 1994, François Mitterrand aurait fait cette confidence à Édouard Balladur qui, décidément, pour des raisons très différentes, aura été aux premières loges des 2 grandes maladies de chef d'État sous la Ve République, celle de Pompidou et celle de Mitterrand. Le président Mitterrand lui dit « Je ressens une immense fatigue, tout cela ne m'amuse plus, je serai content quand ce sera terminé ».
C'est un aveu assez terrible et qu'on ne peut faire qu'entre chefs d'État. Vous avez d'ailleurs un chapitre où vous racontez les confidences que se font entre eux les grands de ce monde sur leurs maladies diverses. Et c'est là où il faudrait que la manœuvre d'empêchement soit quelque chose de plus efficace que uniquement un peu d'indélicatesse avec sa secrétaire comme aux États-Unis. Alors, Jean-François Lemoyne, chose promise, chose due. Le président François Hollande fera sans doute des bilans de santé, on verra tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, déjà, sur sa santé actuelle, d'après ce qu'on peut savoir? Vous êtes, après tout, journaliste médical. Déjà, ceux qui ont pensé que c'était quelqu'un de mou ne sont pas aperçus qu'il avait perdu 17 kilos et que là, il faut être extrêmement puissant et en plus pour en reprendre que très peu. Mais là, il se retrouve devant un problème. Il a perdu 17 kilos. Oui, il se retrouve devant un problème, notre président, parce que vous savez que l'euphorie et l'anxiété, ça se traduit par de la prise alimentaire. Alors je vais voir Merkel, je vais me faire une choucroute avant parce que j'ai pas le moral, ou alors je suis à l'Élysée, je vais quand même faire une petite coupette quand même. Donc, si vous voulez, il va être pris sans arrêt avec ce plaisir et ce besoin de manger qu'ont les gens qui avaient un peu de poids comme lui. Et je pense que là, on n'a pas besoin de bulletin de santé pour voir s'il grossit ou grossit pas. Donc, lui, il a un challenge différent des autres. Oui, mais enfin, c'est un challenge assez gentillet, si je puis dire, par rapport à ce dont nous venons de parler. Parce que vous n'avez pas pris de poids et que vous ne savez pas ce que c'est que d'être au régime, mais je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose. C'est pas facile, je suppose, quand on est à l'Élysée. Merci beaucoup, Jean-François Lemoyne. On reparlera, je vous dis, de malades beaucoup plus anciens d'ici quelques temps. Je rappelle, chez Pygmalion, dans la collection Histoire secrète, le titre de l'ouvrage de Denis de Montpion et Laurent Léger, Le dernier tabou, révélation sur la santé des présidents, révélation au pluriel, et c'est vrai que vous êtes allé assez loin dans une enquête qui traverse toute la Ve République. Merci beaucoup, Denis de Montpion. Nous reparlerons de cette santé des présidents, mais cette fois à la télévision, mercredi soir, dans l'émission L'ombre d'un doute, qui, une fois n'est pas coutume, est diffusée en prime time, comme on dit, en première sur France 3, partie de soirée. donc à 20h50. À 20h30, nous serons à l'Élysée et nous parlerons de tout ce qui concerne l'Élysée, tous les secrets de cette maison où s'est faite une grande partie de l'histoire de France.